Allez, arrête de bloquer, putain. Mais calme-toi, calme-toi. Oui. Heureusement que tu gagnes de temps en temps, quoi. Oh, il est vexé. Elle est naze. Je vous fous une pâtée ou on discute? Coucou les amis, aujourd'hui je suis avec deux comédiens dont vous connaissez la voix, Bruno Meyer Bonjour Brigitte Lecordier. et Bastien Bourlet. Bonjour Brigitte, bienvenue dans le bataillon. Et oui, autour de cette table, on a plein de personnages. L'Attaque des Titans, dans lequel tu joues Eren et Levi, et My Hero Academia, dans lequel vous incarnez Shoto Todoroki, Izuku Midoriya et Son Goku, bien sûr. Et alors, derrière la caméra, il y a un jeune homme qui s'appelle Louis et qui va aussi nous poser des questions de temps en temps ou nous relancer. Bonjour Louis. Salut Louis. C'est mon truc devant la caméra. Et j'en profite pour remercier le 3 bis qui nous prête ce lieu et qui nous reçoivent pour tourner cette vidéo ensemble. Ces personnages sont à la fois ennemis et amis. Vous êtes tous les deux rôles principaux, rôles secondaires dans les deux séries. Vous avez fait des essais pour ces deux persos ou pas? Comment ça s'est passé? Izuku Midoriya, je suis sûr d'avoir fait des essais, je m'en souviens très bien, je me souviens de la scène. Eren, j'arrive pas à me souvenir. Ah ouais? Non, je suis incapable. Moi, j'avais passé des essais. Pour Shoto Todoroki sur My Hero Academia, en fait, j'avais enregistré une pub pour le manga papier. Donc, j'avais créé une voix pour l'occasion de la pub en jouant ce perso que je n'avais jamais vu animé, mais uniquement des cases de manga. Todoroki a été élevé dans l'unique but de devenir un héros capable de surpasser All Might. Suivez-le dans My Hero Academia, aux éditions Kiyun. Et après, je pense j'ai eu quand même des essais et que le client a voulu finalement me garder par rapport aussi à la voix que j'avais fait sur la pub. Et pour Levi, je sais plus, parce qu'en fait, Levi est un personnage qui n'apparaît pas tout de suite. C'était qui le DA? C'est Grégory Lenné et Mélanie Anne Paillet. Sur Eren, ils m'ont pris vraiment parce que vocalement ça correspondait. En général, quand on me prend sur les animés, c'est parce que vocalement ça peut correspondre, en plus du jeu. Donc l'idée c'était de suivre, juste m'alléger un peu, parce que j'ai une voix jeune de toute façon, donc j'ai pas besoin d'aller très loin. Oui, mais t'as des belles graves quand même aussi. C'est gentil. Ah non, mais c'est vrai. Tu me flattes déjà. Par contre, Izuku, ouais, obligé de suivre la VO et il a pas du tout la voix que j'ai moi. Et en fait, la scène en question, c'est une scène où il était il était en larmes, il était en fragilité, donc le comédien en plus original était vraiment dans sa voix la plus jeune, la plus aiguë possible. Ce que j'ai suivi et je pensais pas que je serais pris parce que pour moi ça correspondait pas, si tu veux. Sauf que j'ai été choisi et qu'à partir de là, il fallait que je suive. Et vous avez enregistré ensemble souvent? Non. Ah mince. Non, c'est vrai. Et Ren, moi je l'ai toujours fait tout seul. Bah Izuku aussi en fait. Les deux, je les fais seul. C'est très dommage, mais j'avoue qu'en animé, j'ai pratiquement jamais enregistré avec d'autres comédiens. Et une fois, j'ai enregistré avec Adeline Chotaille, ce qui était pratique niveau taille, hein, évidemment. On dit pas lequel a monté sur un cube. Je me suis assis. Ouais. J'avais une chaise. Ouais. Ouais. En même temps, le cube, c'est pas toujours pratique non plus, surtout s'il est pas très grand. Bah, souvent, on nous met des petits cubes en plastoc, là, et je tiens à peine dessus, quoi, tu vois. Et au bout d'un moment, t'as les jambes qui font... Je pense qu'il faut expliquer aux gens que des fois, quand on se retrouve donc en studio, qu'on est à la barre pour enregistrer, on n'a pas forcément tous la même taille et pourtant il y a un seul micro, il faut le régler. Je pense que je dois avoir un cube à mon nom dans chaque studio, tu sais. Ce serait vachement classe. Ou que tu viennes avec ton propre Plaque sur le customisé. Dans les deux animés, vos personnages, ils sont assez similaires ou ils sont extrêmement différents? Il y a des traits de caractère communs, c'est-à-dire que les deux personnages que je fais sont à la limite de l'anti-héros. J'ai dû attaquer Levi avant de faire Shoto Todoroki, je crois que il y avait un an d'écart. Quand j'avais vu Levi la première fois, mon premier réflexe c'est de me dire il est gentil, il est méchant, on ne sait pas. Et Shoto Todoroki, c'était à peu près le même type de personnage, c'est-à-dire les personnages un peu associables. Les deux sont associables, pas pour les mêmes raisons. Ils n'ont pas du tout le même background, c'est-à-dire que Shoto Todoroki, lui, c'est plus conflit avec le paternel, alors que Levi, il n'y a pas vraiment de choses évoquées sur sa généalogie, sur sa famille. À part un oncle. C'est des personnages pour moi assez catharsiques, c'est-à-dire qu'ils sont comme on a envie d'être
quand on n'a pas envie de dire bonjour à la dame, forcément, et qu'on n'a pas envie de faire un joli sourire et d'être comme dans notre fabuleux métier, un peu shabada avec tout le monde. Ils sont ces gens-là qui sont bruts de décoffrage, qui vont directement au cœur des choses. Et je crois que ça soulage un peu les gens d'avoir ces personnages-là qui sont capables de dire merde. Puis même à jouer, c'est un plaisir. Voilà. C'est un plaisir à jouer, et c'est-à-dire qu'on se met dans un mode où il n'y a rien d'autre que soi-même qui existe, quoi, on va dire, pour ces personnages-là. Quoi. Vous les avez aimés tout de suite? Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec Izuku Midoriya. En forçant sur les cordes, souvent en fin de journée, j'avais la voix un peu pétée. Ouais. Et puis toujours faire une toute petite voix. Le problème, c'est que ça t'empêchait de jouer, non? Ça m'empêchait vraiment de jouer, mais au point que la DA me disait « Bastien, ta voix, faut que tu te rajeunisses ». Et elle était tout le temps sur elle-même, elle pouvait pas diriger correctement, elle était tout le temps sur ma voix, je pensais tout le temps à ma voix, donc le jeu, c'était un peu aux fraises. Et on voit la différence d'ailleurs sur les saisons. C'est un géniard, un plaintif. Et c'est tout le temps je sais pas. Et ce qui fait que les deux ensemble, je les détestais. Beaucoup moins aujourd'hui parce que je peux me faire il a plus grandi plaisir. Déjà, il a grandi. Moi, je peux me faire plaisir vocalement et donc sur le jeu et suivre beaucoup plus le seiyuu, donc le comédien japonais. Mais du coup, il y a une évolution qui fait que je l'apprécie plus aujourd'hui sans aimer forcément le personnage. Et Eren, c'est différent parce que lui, il a eu cet énorme changement. Il a été le même pendant 3 saisons. Et il a eu cet énorme revirement. On va pas spoiler saison 4, qui fait que j'avoue que j'apprécie beaucoup plus moi la version saison 4. Et comme tu le dis, il y a un effet aussi très agréable de pouvoir dire quand tu joues des choses que tu ne dirais pas dans la vie. D'entrée de jeu, je te dirais que je suis beaucoup plus attaché à Levi parce que déjà il est arrivé d'abord. Je trouve son histoire plus intéressante. De ce personnage-là, j'ai pas pu dire que je l'aimais tout de suite ou pas. Il y a eu vraiment une attraction-répulsion. Ce personnage m'a toujours un peu fasciné. Shoto, je suis moins attaché. Peut-être qu'il vit moins d'aventures aussi. On peut aimer nos personnages et ne pas les aimer. Notre boulot, c'est de les faire bien sûr, entièrement, autant, bien sûr. De les faire autant. Mais on a toujours des chouchous, heureusement. On a des chouchous, voilà. Mais c'est vrai que heureusement qu'on ne travaille pas en fonction de l'attachement qu'on a à nos persos, sinon on doublerait. C'est horrible. Bien sûr. On mettrait pas tout ce qu'on a à chaque fois. Moi, je suis arrivée dans le métier. En fait, les mangas, ça n'existait pas. Je me suis mis à en lire et maintenant, quand je double un personnage, j'essaye de lire le manga avant. Vous, c'est comment votre rapport avec le manga? Moi, gamin, j'ai grandi avec le Club Dorothée, donc j'ai grandi avec ta voix aussi. J'avais les mangas aussi Dragon Ball Z, les deux je crois. Par contre, en grandissant, j'ai arrêté de regarder des animés et de lire des mangas. Moi, je lis des comics maintenant aujourd'hui. Ouais. Et je regarde pas du tout d'animés. J'en ai regardé quelques-uns que j'avais fait, parce que je m'étais dit en les voyant, ça a l'air drôle, ça a l'air sympa. Mais je ne les regarde pas, je m'amusais à dessiner, à redessiner ce que je voyais dans les bouquins et autres, donc je dessinais les personnages de Sangoku, ça passait par le dessin. J'adorais ça aussi, ouais. Et puis j'étais fan, comme tous les gamins, je devais faire le geste, je pense, dans la cour de récré. J'adorais ça, ouais. Il n'y aurait pas eu, par exemple, My Hero, il n'y aurait pas eu s'il n'y avait pas eu des BZ avant, parce que l'évolution du personnage, du héros qui se retrouve à s'améliorer, à développer des nouveaux pouvoirs, à rencontrer un méchant trop dur, mais il le bat. Mais il y a un nouveau méchant, et etc. C'est un peu le classique en fait. C'est le dépassement de soi. Hein. Et c'est ce que tu retrouves partout. Et s'il n'y avait pas eu des BZ, il n'y aurait pas eu tous les autres derrière. Ça a été les talons maîtres. Quoi. Pareil, moi j'étais Club Do et les mangas, je les ai vus arriver. Et j'ai vu quand le Club Dorothée s'arrêtait, la hype n'avait pas disparu. On parlait pas de hype à l'époque, mais la hype n'avait pas disparu parce qu'en fait les premiers mangas arrivaient et se vendaient par brouette. C'était là que Dragon Ball est arrivé en manga. Et moi j'en lisais beaucoup parce qu'en plus j'apprenais le japonais à l'époque. Donc ce que je faisais, c'est que je me débrouillais dans la cambrousse où j'étais de me faire envoyer des mangas de Paris dans les différentes librairies, des mangas en japonais, et j'achetais l'équivalent au supermarché, le même tome en français, devait te coûter et cher. j'ouvrais les deux et je regardais comment ça avait été traduit, tout ça. En japonais, ça devait être dur à trouver en plus. Hein. En japonais, c'était que de la VPC, ce qu'on appelait la vente par correspondance à l'époque. Et je recevais mon manga une semaine après et j'avais l'équivalent en français. Et donc, je me faisais des lectures comparatives, ça durait des heures. J'en lisais beaucoup en japonais parce que quand j'ai commencé à en lire, ça sortait à peine. Et ton amour pour le japonais et tout ça est venu aussi du Club Do Et un peu, oui. J'étais très fan d'une série, Ranma 1,5. Ça montrait le Japon un peu années 70 finalement, et ça montrait beaucoup d'aspects de la culture japonaise. Les maisons, l'architecture, tout ça, les rues, c'était très fidèle. On a
rêvé du Japon en fait, et ça a donné une génération qui a eu envie du Japon, qui s'est intéressée à la culture, à la nourriture, à la langue. Je pense que les chaînes ne se rendaient pas compte à quel point ça pouvait être un pôle intéressant que d'intéresser les gens et les enfants et les jeunes à une culture qui était différente de la nôtre. Ils pensaient que c'était un moins alors que c'était un plus. La preuve, c'est que vous êtes là aujourd'hui et qu'aujourd'hui on défend énormément la culture japonaise, les mangas et les animés. Ceci dit, j'ai l'impression qu'effectivement on était moins protégés à notre... Je le dis pas dans un sens négatif, au contraire. Je trouve qu'aujourd'hui on protège trop les enfants. Je le vois en convention où il est trop jeune pour l'Attaque des Titans. Enfin, moi, on voyait des animés beaucoup plus violents avec, comment il s'appelle, celui qui a survécu là avec ses trous partout. Ken qui était beaucoup plus violent et déjà qui était un peu édulcoré. Quand même. Je regardais des films d'horreur. Enfin, les parents laissaient un peu plus passer. Ouais, moi aussi. Ouais. Et ça nous a pas traumatisés pour autant, tu vois. Je pense que vous n'avez pas la même lecture que... Bah oui, quand t'es gamin. Un enfant n'a pas la même lecture qu'un adulte. C'est ça, t'as des choses qui passent au-dessus. En fait, après, je pense faut pas non plus montrer n'importe quoi. Non, pas des choses traumatisantes, mais je pense qu'un gamin fait le tri sur certains trucs et tout ce qui lui échappe, et ça passe au-dessus et il fait pas attention. Effectivement, les trucs très violents, je me disais pas, oh mon Dieu, c'est violent, il y a du sang partout, c'est horrible. Et aujourd'hui, je crois que les parents sont beaucoup trop protecteurs et je pense que du coup, les gamins, quand ils sont confrontés à quelque chose d'un peu plus fort, tout de suite, ça les traumatise. Il n'y avait pas vraiment de censure, quoi. C'est-à-dire le livre était dans la bibliothèque, je pouvais y accéder, tout ça, et bon, les dessins étaient très explicites pour un gamin de 10 ans, mais c'est pas grave. Moi, c'était Fluide Glacial. On fait la part des choses. Pour ceux qui connaissent. Fluide Glacial aussi, ouais. Dans ces animés, dans ces mangas, il y avait des valeurs qui étaient défendues. Bien sûr. Et je pense que c'est ça que les enfants ont gardé. Vous vous souvenez, vous, de ce qui vous touchait à l'époque ? L'amitié, la solidarité, le soutien, systématiquement, c'était le bien contre le mal. Donc ça avait toujours ce droit chemin à emprunter, de faire le bien, de faire les bons choix. Ça a toujours été ça, en fait. C'est les morales que tu retrouves dans pratiquement tous les dessins animés, et même dans des dessins animés qu'on fait aujourd'hui. Bien sûr. Parce que c'est ce que les gamins vont retenir. Le reste, c'est en supplément, tu vois, l'action, tout ça, c'est cool. Mais finalement, c'est toujours leur faire prendre les bonnes décisions. Et la tolérance aussi. La différence ? La différence et la tolérance. Ouais. Moi, c'était la beauté des dessins d'abord. C'était la beauté des dessins, de la réalisation. C'était très injuste de voir que c'était très mal considéré, en fait, parce que ça avait énormément de mérite. C'est d'abord des personnages, et puis une histoire et aussi une recherche de réalisation, en fait. Efficace, alors que le dessin animé américain, pour moi, c'était beaucoup plus du divertissement. Prends ça dans la gueule, regarde mon super effet spécial, etc. Et les Japonais, c'était beaucoup plus dans la narration, donc c'était très compatible, en fait, paradoxalement, avec notre audiovisuel à nous, avec notre cinéma à nous. Maintenant, je vais vous proposer de faire un petit react. Vous savez ce que c'est ? Bien sûr. Un react. Au fait, merci les produits laitiers de soutenir ma chaîne dans tous mes projets. Allez, on continue. Maman! Maman! Eren, c'est toi. Mikasa, aide-moi! Il faut qu'on soulève la toiture pour libérer maman! Je sais pas si on entend, mais j'ai la voix cassée là en fait. Laisse, lâche-moi! Arrête, qu'est-ce que tu fous? Espèce de Merci fouillard, infiniment. repose-moi! Ma mère est encore coincée! Maman! Eren, Mikasa, je vous aime tellement. Tout ce qui compte pour moi, c'est que vous surviviez. Regarde, comment bien manger un humain. D'abord, on le casse. Ah ouais, c'est quand même hyper violent quoi. L'animé commence très fort. Ça te fait quoi ? Mais alors déjà, j'avais la voix légèrement plus jeune. Tu vois, c'est marrant parce qu'on n'avait pas commencé par cette scène qui est dès le début de l'animé, qui est hyper violente. Et du coup, c'est après que tu as pris conscience que en fait, c'est à cause de ça que tu te battais ? Ouais, je saurais plus dire exactement comment on l'a fait dans le désordre, mais je sais qu'on a fait des allers-retours entre enfant-ado. Du coup, j'ai vu un peu dans le désordre tout ce qui se passait. Et ouais, cette scène n'est pas facile parce que du coup, il faut jouer. Il y a énormément d'émotions, il y a les hurlements, il y a la tristesse. C'est pas facile à jouer ce genre de scène. Pour moi, en plus, on est tous différents en tant que comédiens sur nos facilités et ce qu'on préfère. Moi, là où j'ai vraiment le plus de mal en tant que comédien, c'est tout ce qui est fragilité, pleurs, tristesse. Donc faire ça, c'était très dur pour moi. Mais l'animation est super belle, les séquences d'action sont fluides, dynamiques, c'est beau, c'est vivant, l'animé est très très beau. Tiens, d'où elle vient cette flotte? Arrête, laisse-le tranquille. Ça c'est du pouvoir, hein. Qu'est-ce que... Je te jette un verre d'eau. Elle augmente! Je te laisserai pas l'approcher!
Et après, ça gueule encore. C'est le film ou la série, ça? Série. Là, je fais le cri en entier sur la longueur, là, il n'a pas été rallongé. Je m'en souviens très bien, parce que ça arrive parfois malheureusement d'être obligé de refaire le cri en fait. J'essaie d'être toujours généreux sur les cris pour être sûr qu'il n'y ait pas besoin de les refaire parce que je me pète la voix, je n'ai aucune technique vocale. Vu les circonstances, je ne donne pas cher de ta peau. C'est une voix très adulte en fait. Vraiment un grain. Putain, moi j'ai pas eu le choix de faire ma voix. Non, moi je ne réponds plus de rien. T'as de la chance. Ah, c'était pendant le tournoi. Allez, bats-toi! Frappe l'adversaire de toutes tes forces! Merci, Midoriya. Merci beaucoup. Il y a quand même des super jolis effets sur les pouvoirs, les couleurs et tout. Ah, la violence. Il y a un truc qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que ton personnage se bat et se dépasse, en fait, il se détruit lui-même. Quoi, Oui, moi à ce moment-là. je dis qu'il finit en drapeau. Ouais, c'est ça. Parce qu'un drapeau au vent, ça flotte comme ça. Et je sais pas si vous avez remarqué, souvent il est dans les airs. Et comme il se pète tous les membres, et je trouve ça dégueulasse. En animation, ses membres font vraiment ça en fait. Et ouais, il finit en drapeau, ouais. Bah, en fait, c'est parce que lui, au départ, il a aucun pouvoir. Exactement. Il bouffe un cheveu. Pardon, parce que je fais une blague à chaque fois là-dessus. Il avale... Ouais, non, on va pas la faire là. Il avale un cheveu d'All Might pour que ça lui transmette ses pouvoirs, parce que c'est un gamin qui rêvait d'avoir des pouvoirs et qu'on n'a pas. Et à partir de là, il apprend à maîtriser ce pouvoir, sachant que le pouvoir est très très vaste, et comme il a du mal à le gérer, eh ben, il se fait mal. C'est pour ça que pendant des saisons, il passe son temps à tout se péter. C'est aussi un peu frustrant, même pour moi. À chaque fois, il dit ouais, je vais faire un truc. Mal, ouais. Il dit je vais faire un truc, et puis il n'y arrive pas. Et je lui dis mec, ça fait 5 saisons quoi. Non mais, regarde, faut sortir Sangoku, les doigts du. Il faut y arriver. Sangoku y arrivait. Il y arrivait toujours. systématiquement. C'est juste qu'il rencontrait tellement plus fort qu'il devait repartir Ouais. à zéro entre guillemets. Il se fait mal Mais il quand y allait. même. Ouais, mais il y allait. Tu vois, il s'entraînait dans la salle à gravité forcée, dans la salle du temps, les trucs. Lui, dès qu'il fait un pouvoir, il se pète les doigts. Tu fais, ah, mon vieux, tu vas pas t'en sortir. En fait, ça va être très compliqué. Je sais que les gens aiment ça aussi. C'est que, enfin, pas qu'il se fasse défoncer, mais que Qu'il soit fragile. déjà, parce que c'est plus facile de s'identifier, mais que malgré tout, il a cette volonté de, même s'il se fait battre, de toujours vouloir y retourner. Donc c'est du courage, de la volonté, tout ce que tu veux en fait. Sur la mienne, je dirais que c'est l'ami de l'apéro parce que ce qu'il balance comme glaçon. L'ami de Donc je sais pas, il a l'air très fort. C'est vrai mais qu'il peut-être a un pour le côté vaincre, glaçon, un côté barbecue. Hein. pour le vaincre, peut-être une raclette. Le super pouvoir de la raclette. T'avais l'air de bien t'amuser quand tu dégommais tous ces soldats. À mon tour de m'amuser avec toi. Oh, ça doit faire mal ça. Dans les dents. C'est pan dans les dents. T'as des blessures graves. Ton corps a bien besoin de se régénérer. Mais en attendant, tu ne peux plus te transformer en titan. Est-ce que je me trompe? Oh, oui, non, il peut se transformer. Réponds quand je te parle. C'est la moindre des politesses. Je peux pas le tuer tout de suite. Je dois d'abord trouver un survivant parmi les autres. Tout ce qu'il me faut, c'est un soldat qui respire encore. Je me souviens de cette scène, je me souviens de la frustration de me dire mais pourquoi tu l'as pas achevé, bordel. Pourquoi tu l'as pas achevé? Tu l'avais là Bah, parce il y que aurait plus la suite de cette d'histoire. scène. C'est étonnant parce que c'est vrai que c'est un élément aussi des animés à chaque fois. Le personnage on, le personnage off. Le personnage qui parle et puis le personnage qui pense. Et les animés permettent de voir ça aussi. C'est une sorte de catharsis pour les gens du pays où ça vient parce que ça permet de dire aussi vraiment Des choses. qu'est-ce qu'ils pensent vraiment. Donc on a toujours ce côté on, ce côté off du personnage. C'est une des rares scènes où j'ai dû vraiment m'énerver et c'est assez jouissif à faire. Déjà parce que c'est animé, Ouais. c'est animé comme il faut, mais aussi c'est quand même un bon punching ball. Non, bien sûr. C'est la boule anti-stress, c'est de pouvoir faire des personnages comme ça. C'est là qu'il est dans toute sa splendeur, quoi, je dirais, parce que
il est stratège, on s'attend pas à ce qu'il fasse vraiment ça. Et tu vois, c'est marrant parce que du coup, ça me permet de voir des scènes que je ne vois pas par Attaque des Titans. Ouais. Parce qu'on voit, encore une fois, on voit que les parties qu'on double. Oui. Ce qui fait qu'on a une vision très puzzlée de ce qui se passe. Nous, on a eu la chance, ma génération de comédiens, d'être toute la journée. Alors, on attendait effectivement énormément, mais n'empêche qu'on voyait le film dans son entier et on voyait nos camarades travailler. Ce qui fait que quand on avait des camarades plus âgés et plus géniaux que nous, on prenait des leçons divines et puis on se donnait la réplique et puis on savait ce qui allait se passer, ce qui s'était passé avant, etc. Et donc, quand tu allais donner un coup de poing, tu savais pourquoi, qui tu vengeais et pourquoi tu le faisais. Quoi. Ouais. Parce que là, non seulement tu vois qu'une partie de ce qui se passe, mais en plus, tu enregistres seul. Ouais. Donc effectivement, ça t'enlève une part de jeu, de compréhension de ce que tu pourrais faire. C'est dommage. Mais heureusement, ça se fait encore, on double encore avec les autres. Tu vois, samedi dernier, j'étais sur le plateau toute la journée. Ça revient. Ça revient. Ouais. Il y a des résistances, et j'ai tant été mieux. toute la journée en plateau, donc sur un projet dont je ne peux pas parler. J'ai fait des scènes à un moment donné avec un comédien, avec une comédienne. Tu voyais leur repassage, tu pouvais attendre 1 heure, t'étais assis, effectivement, tu les regardes. Et ça, c'est cool. En fait, c'est des grosses journées, mais c'est des bonnes journées. Où vraiment tu vois ce qui se passe. Moi, j'y tiens beaucoup. Quand je dirige, j'aime bien faire ça. Et puis, que les gens soient ensemble, qu'ils prennent du plaisir à être ensemble aussi. T'as une émulation, en fait. C'est paradoxal parce que quand vous enregistriez tous ensemble, il y avait une raison technique à ça. C'est qu'il y avait que deux pistes analogiques sur lesquelles enregistrer. Maintenant, on a multipistes. Donc, en fait, on ne fait plus venir les gens ensemble. Ça se justifie quand c'est spatialisé. Toi, si c'est un mec là, dans l'image, un mec là et puis un mec là, tu fais 3 pistes parce que tu dis, aujourd'hui, dans l'écoute, on peut spatialiser le son, on peut le faire venir d'où on veut. Tes copains et les miens ont l'air de beaucoup s'éclater. Mais toi, on dirait que tu passes un mauvais moment. Tu sais que t'as une sale gueule, mon pauvre frangin. Tu t'es regardé, saleté. Ton corps est dans un sale état. Ça me fait très plaisir que tu t'inquiètes autant pour ma santé. Regarde la tronche que fait notre paternel. Il va bientôt voir son plus grand chef-d'œuvre mourir. Et ce sera entre les mains du premier fils, son plus grand échec. Non mais sérieux, regarde-le. Il a l'air complètement bousillé. Ce que je sais de mon personnage, c'est qu'il en veut à son père à mort. Je crois que t'as été maltraité, non ? À la dure, mais il en veut à son père. Et mon père, je l'avais vu qu'1 ou 2 fois auparavant. Et là, je le vois désemparé, alors que c'est le mec... qui a des moustaches en feu. Voilà, c'est ça, qui a les moustaches en feu. Et là, il est complètement désemparé. Il voit les 2 frères qui s'entre-déchirent. Il y a une différence entre regarder en spectateur et regarder en comédien. Oui. Quand tu regardes en comédien, déjà, quand tu regardes la scène la première fois, tu regardes le texte, tu regardes ce qui se passe pour le jouer. Et après, tu le joues, donc toi, ton intérêt, ta concentration, elle est dans le jeu, dans ce que tu dois faire passer et ce que tu dois retransmettre. Quand tu es un spectateur, et ça vaut pour nous quand on regarde un film, peu importe, t'es passif, tu reçois l'information, elle est pour toi, et là, tu t'impliques en tant que spectateur émotionnellement, et c'est difficile, je trouve, en tant que comédien, de s'impliquer émotionnellement de la même manière. Et après, ça dépend de l'affect que tu as à ton personnage, au projet, et de la scène, et de la longueur de la scène, ou des infos que tu as. Mais en fait, on est tellement concentré sur ce qu'on a à faire et sur ce qu'on doit faire et pas sur ce qu'on reçoit comme information, qu'on n'a pas le même rapport à l'image qu'un fan qui, lui, a regardé depuis le début, est attaché au personnage, il enchaîne. Parfois, c'est seulement 2 jours de notre vie, une saison. Ça s'évapore très facilement et c'est vrai que c'est bizarre de voir cette différence. C'est une molaire que je ne reverrai plus. Non, ça suffit! Levi! Qu'est-ce qu'il y a encore? Arrête, c'est trop dangereux. Qu'est-ce que tu vas faire s'il se transforme en titan pour se venger? Qu'est-ce que tu racontes? Il me semble que tu avais dit que vous vouliez le disséquer. J'ai entendu que quand il s'est transformé en titan, il a réussi à en terrasser une 20aine avant de s'écrouler parce qu'il était à bout de force. S'il était notre ennemi, son intelligence le rendrait redoutable, il serait extrêmement dangereux. Mais il ne ferait pas le poids contre moi. Ça m'avait marqué. Qui joue ce stratagème en fait jusqu'au bout et qui est tant de démonstration de violence, même si c'est pour la bonne cause.
Effectivement, toute cette débauche de violence est un peu sortie de nulle part, surtout, en fait. C'est ça. Tu t'attends pas à ce que lui le fasse, il est censé être de son côté. Enfin, il serait censé être de son côté, pas du tout. Et ouais, ça m'a marqué aussi. En fait, Levi, il a pas d'attachement humain, il est aux côtés d'une cause. Il sert une cause. À côté de ça, tous les moyens sont bons, à un moment donné. S'il faut qu'il y en ait un qui se sacrifie, alors c'est malheureux, il n'est pas insensible à ce point-là, mais la cause est toujours plus grande, en fait, alors que les autres personnages sont beaucoup plus sensibles. Eren est peut-être un peu plus sensible. Mikasa, tous, Armin, ils sont tous sensibles et ils croient, eux, en l'amitié. Ils sont beaucoup plus attachés, donc quelque part, ils ont beaucoup plus de faiblesse. La force de Levi, c'est ça, c'est de ne pas avoir d'attache, finalement. Il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner. C'est en ça que j'aime bien ce personnage, jusqu'au boutiste, en fait. Alors, dans la vidéo précédente avec Luffy et Naruto, je vous ai raconté comment moi j'ai commencé. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, cette vidéo, c'est pas mal d'aller la voir. Et je racontais justement que j'ai commencé, j'étais clown. Mais vous, chers camarades, comment avez-vous commencé le doublage ? J'ai commencé le doublage par un ami avec qui je prenais mes cours de théâtre pendant 3-4 ans. Un jour, il y a un ami qui me dit « Viens, on va voir comment ça se passe un doublage ». J'ai commencé à assister, donc moi j'avais aucune idée de vraiment comment c'était. Et j'ai pu m'installer, regarder les gens faire, et ça m'a plu. Et même si j'avais mon travail à côté, parce que mon ancienne vie c'est traducteur, la raison pour laquelle je suis monté à Paris, comme on dit, c'était d'étudier le japonais à la fac. Et pendant que je faisais mon métier de traducteur, c'est là que je me suis rendu compte que c'est pas ça que je voulais faire de ma vie. Donc j'ai pris des cours de théâtre. Ça m'a plu énormément. Moi, j'ai commencé le doublage parce que j'avais rencontré des gens qui bossaient dans un studio de doublage et qui m'ont permis de venir pour assister et faire des petits trucs au bout d'un moment. Mais avant ça, moi, je me destinais pas du tout à être comédien. J'avais prévu de faire un métier technique. Je faisais une école de cinéma, enfin pas une école, je faisais une fac de cinéma. Donc je sais pas, monteur, cadreur, je me cherchais un petit peu. Mais comme je m'intéressais un peu à la voix sans savoir exactement ce que c'était, j'ai une pote en cours qui m'a dit regarde, il y a une formation pour la voix off. Donc la voix off, c'est tout ce qui est cousin du doublage, c'est les pubs, les bandes annonces, les documentaires, tout ça. Du coup, j'ai arrêté les études, j'ai fait cette formation et après j'ai commencé à bosser en voix off. Et le doublage m'intéressait, mais comme souvent, on ne sait pas comment rentrer dans le doublage, on ne sait pas quoi faire. Et puis en plus, je me disais, je viens de démarrer dans la voix off, je vais peut-être pas faire du doublage tout de suite, donc j'ai attendu 5 ans, je crois, avant de m'y mettre. Et quand j'ai fait cette rencontre, ça m'a permis de mettre le pied dedans et effectivement de rentrer dans des studios, d'assister, puis de faire des essais, de faire des petits rôles. Et puis au fur et à mesure d'avoir des rôles plus importants. Et c'était quoi vos envies quand vous étiez petit ? Ça faisait partie de vos envies ? Tellement pas, moi je voulais être vétérinaire. C'est vrai ? Ouais, j'ai voulu être vétérinaire pendant très très longtemps. J'ai eu une période où je voulais faire des FX, mais les effets pratiques avec le maquillage, tout ça. Mais c'est pas évident. Il y a des très bonnes écoles en France, mais c'était pas évident non plus. Donc finalement, je me suis pas tourné vers ça. Donc je vais pas arrêter de changer d'idée. Ah, je crois que dans l'ordre, j'ai pas eu la période pompier comme tous les gamins, mais j'ai voulu faire instituteur comme papa. Ensuite, j'ai voulu faire chef d'orchestre quand je faisais de la musique. Après, plus rien. Le rêve s'est arrêté, c'est-à-dire que je suis arrivé à la période où on te pousse à choisir une voie et plus on te pousse à choisir une voie, moins tu sais. Donc j'allais juste vers les choses qui me plaisaient. J'adorais les langues étrangères, c'est ça qui m'a sauvé mon bac d'ailleurs. Donc je me suis dit je vais faire quelque chose dans les langues étrangères. Donc j'ai commencé à étudier le japonais, je suis monté à Paris pour étudier le japonais. Et à cette période-là, je ne savais pas ce que je voulais faire. Je me suis dit c'est l'avenir qui trouvera pour moi, mais moi je ne nourris plus de rêves à ce stade. C'est fou de se dire ça, mais je ne nourris plus de rêves à ce stade. Et c'est quand j'ai commencé vraiment à rentrer dans la vie active. C'était l'époque des DVD, donc ils cherchaient énormément de gens pour faire des sous-titres. Vraiment, on faisait des sous-titres à la chaîne et tout. Et c'est en commençant à faire ça que je me suis posé, je me suis dit non, c'est pas ça que je veux faire. Justement, il y a des gens qui vous ont inspiré, des voix qui vous ont inspiré parmi les comédiens autour de vous quand vous étiez petit. Quand on était petit et qu'on rejouait des scènes de dessins animés qu'on avait vues au Club Dorothée, machinalement, on imitait les voix qu'on entendait en tant que gamin.
Et je pense que les gamins le font toujours. Je me souviens que quand on regardait les Chevaliers Zodiac avec mon cousin, on imitait la voix de Serge Bourrier. Je savais pas que c'était Serge Bourrier à l'époque, il faisait Sean, on disait Sean Nebuleur, en prenant exactement le même ton. On fait pas le lien tout de suite, mais mon rapport avec le doublage, mon premier, c'est ça. C'est quand on se met à jouer aux Chevaliers Zodiac, mais quand on est gamin, on se doute pas qu'il y a des voix derrière. Moi, j'ai crié nuage magique en t'imitant, même. Tu devais avoir la même voix que moi. Mais je savais pas. Oui, peut-être plus probablement, mais c'est vrai pas qu'il y a des gens derrière. Ou à la J'ai pas le souvenir si j'ai été inspiré par des comédiens. Ouais, c'est vrai. D'un point de vue physique. J'aimais beaucoup Pierre Richard, mais pour moi, je l'ai jamais considéré. C'est bizarre, hein, je l'ai jamais considéré comme comédien parce qu'il était tellement naturel. Il disait tellement dans les gaffes et dans le clown, et que j'ai jamais entendu cet homme-là jouer alors que c'est un immense acteur. Moi aussi, je voulais prendre les pieds dans le tapis et tomber. Dans ma culture, on n'allait pas au théâtre. En revanche, je connaissais un peu la télé et surtout, on avait des disques. Et il y avait Le Petit Prince de Saint-Exupéry où Gérard Philippe jouait Syntex. Et Poujouli faisait Le Petit Prince, il avait 11 ans. Et j'ai travaillé, quand j'ai commencé la synchro, avec Roger Poujouli à la barre, qui avait 50 ans. Et il se met à parler. Et j'ai des frissons partout dans mon corps, alors que c'est pas la même personne du tout, toi. C'est la façon dont il parle, c'est la même que quand il était gamin, quoi. C'est dingue quand même, non? Moi, je vis un peu la même. Enfin, j'ai vécu la même chose que ce soit avec toi ou avec d'autres, parce que j'ai grandi. C'est ça, c'est que les gens aujourd'hui oublient, c'est qu'on a grandi avec la VF parce qu'il n'y avait pas d'autre chose, pas d'autre choix. On n'avait pas la télé multilingue. Moi, en plus, mes 15 premières années, c'était en province, donc les séances de cinéma, c'était que de la VF. Enfin, t'avais pas le téléchargement illégal ou autre. Donc j'ai grandi avec des voix, j'ai grandi avec la tienne. Et la première fois que tu te retrouves face à quelqu'un dont tu as admiré le travail, dont tu as entendu la voix pendant des années, et tu te retrouves à travailler avec cette personne alors qu'avant tu étais spectateur, c'est très étrange aussi. Je pense que ça doit faire le même rapport que quelqu'un qui rencontre un acteur ou une actrice de télévision ou de cinéma. Exactement. La première fois que j'ai rencontré Benoît Alman, qui est la voix de Morgan Freeman, tu lui dis Quelle bonjour, voix. et puis cette voix, tout de suite tu la reconnais, tu fais wow. Et toi c'est pareil, même si tu la modifies, tu as des intonations dans ta voix qui fait que, en tout cas moi, qui l'ai entendu pendant très longtemps, je reconnais tout de suite Sangoku, je reconnais tout de suite, c'est quoi, c'est C18 Et se dire que c'est des gens dont tu pouvais admirer le travail, tu te disais putain, c'est vachement bien ce qu'ils font, ou tu peux juste C'est apprécier la vachement voix. bien ce que je fais. Et te dire, tu finis par les rencontrer ou travailler avec eux, c'est très bizarre. Moi, c'était plus les personnages de dessins animés, donc il y a eu forcément toi. Il y a eu Jackie Berger. Moi, quand je l'ai entendu me parler la première fois, je me souviens, quand je l'ai rencontré, j'étais tremblant. Et quand je me suis retrouvé à la barre avec Odile Schmidt, qui a fait une voix de petit garçon, et que j'ai entendu Tao des Cités d'Or, j'étais liquide. Mais liquide. Et vous vous souvenez de la première fois, la toute première fois où vous avez été devant une barre? C'était avec le regretté Georges Caudron. J'ai commencé en faisant ce qu'on appelle des ambiances, donc c'est les petits rôles par lesquels on commence, le passant, tout ça. Et puis même les ambiances, littéralement. Voilà. Il m'avait donné je me souviens, un SDF à faire et il m'avait dit tu le grailles un peu. Moi je comprenais pas. Le graille. Tu le grailles, c'est-à-dire tu mets du graillon dans la voix. Parce que moi j'ai eu affaire aux Georges et aux Lot et aux cavernes. Moi, si tu veux, à 22-23 ans, c'était compliqué. Et en plus, j'étais pas seul à la barre. Ça c'est stressant. Mais quelque part, ça a détendu un peu la chose, plutôt que de se retrouver. Alors, on va écouter Monsieur Bruno Meyer, là, tout de suite. Puis t'as tout le monde que sur le canapé. 12 paires d'yeux qui te regardent. Et c'était bien? En fait, je savais pas si c'était bien parce qu'il m'a rien dit. C'est ça qui était terrible. C'était mon premier truc et puis il m'a rien dit. Et puis j'ai appris aussi, et ça c'était important parce que j'ai eu un bon prof de théâtre quand même qui nous apprenait aussi les relations humaines. Il nous a dit ne cherchez pas les compliments. Arrêtez d'emmerder les gens pour lesquels vous travaillez, que ce soit les réalisateurs, les metteurs en scène. N'allez pas les voir en leur disant est-ce que c'est bien ce que j'ai fait, est-ce que c'est bien. Il dit c'est un manque d'humilité. Donc il m'a rien dit et je me suis souvenu des paroles de mon prof. Je me suis bien gardé d'aller le voir à la fin pour dire alors qu'est-ce que tu as pensé de ma première séance, parce que j'avais intégré déjà cette chose-là. Il m'a rappelé après et pour moi c'était le meilleur compliment. Oui, c'est ça. Voilà, Ouais. tu m'as rappelé, c'est que voilà. Et toi, Bastien? Je sais que j'étais stressé à mort. Je pense que la voix n'est pas sortie correctement. Je sais que j'ai eu beaucoup de mal avec la synchro, avec la rythmo. Ah oui. Parce que moi j'ai mis des mois à gérer À te mettre en rythme. à me mettre en rythme, mais surtout à ne L'avantage de la musique.
Ouais, et à me détacher, à ne pas lire et à jouer. Comme avant, j'étais sur la voix off, et la voix off, c'est des mélodies, c'est des musiques vocales, c'est une façon de faire. J'avais tendance à jouer pas naturel. Le plus neutre. Et surtout, et ça je m'en souviens vraiment, c'est à retenir mes respirations. Je ne respirais pas entre chaque phrase. Et qu'on me l'a fait à la réflexion, on m'a dit mais respire, en fait, tu joues, tu respires. Ouais. Donc c'est pas grave si avant de parler, tu fais... Parce que tu as enchaîné, et puis tu enchaînes avec une autre phrase. Et moi j'avais tendance à faire, je fais ma phrase, j'enchaîne avec l'autre, et je respire pas, tu vois, et faut pas qu'on l'entende. Mais je me souviens que j'ai galéré, que j'étais stressé, je me sentais pas à l'aise, je me sentais pas à ma place. C'est très dur de commencer par de la voix off quand on est comédien et qu'on aspire à faire du doublage, parce que vaut mieux commencer par le doublage, apprendre vraiment à jouer, à se lâcher, tout ça, et après aborder la voix off, que de faire l'inverse. Parce que faire la voix off, c'est comme tu dis, trop cadré, c'est cadré, on s'enferme dans des musiques, on n'apprend pas à jouer, et dès qu'on se retrouve avec un personnage qu'on doit remplir à l'écran, ben on va pas forcément y arriver parce qu'on va ressortir ces automatismes, alors que dans le doublage, justement, on nous apprend à ne pas avoir d'automatisme, mais ne pas avoir de façon de jouer, mais uniquement ce qu'on rencontre en tant que comédien, s'adapter à ce qu'on rencontre. Et je sais que vous avez fait des animés, donc vous avez fait des séries, mais aussi, il me semble que vous avez fait des jeux vidéo. Et ben, c'est marrant que tu dis ça, parce que j'étais en train de chercher une scène, et c'était une scène de jeu vidéo que je venais de trouver. J'ai essayé de retrouver des scènes dans un jeu vidéo que j'ai fait qui s'appelle Far Cry, où j'avais le rôle principal. Et je trouve que j'étais vachement bien dessus, et en matant la scène, je l'ai maté en entier, je me suis dit, putain, c'est vachement bien. Donc je me dis, celle-là, tu la gardes. Je suis pas un numéro. Je suis pas un putain de flingue. Je suis un guerriero. Tout comme toi. Moi, j'ai ça. Et toi, t'as ça. Hein? Je trouve que c'est une jolie scène, et j'ai trouvé que je l'avais vraiment bien faite, et que tu sortais du jeu vidéo pour le coup. Il y avait vraiment un truc comme tu peux le voir en live avec deux comédiens, avec deux acteurs. Et c'est un médium dont je suis plus proche, qui me plaît. Et les gens viennent te voir un petit peu quand même pour les jeux vidéo, non? Très très rare. Le peu qu'on ait vu me voir en jeu vidéo, parce que j'ai doublé un personnage dans League of Legends, et comme League of Legends est un gros jeu qui existe depuis genre 15 ans, c'est très populaire, donc on est venu me voir pour ça. Un petit peu pour Far Cry dont je parlais, puis après un tout petit peu pour Life is Strange. Le troisième, donc Life is Strange True Colors, qui a été le premier, donc le troisième, et le premier de la série à être doublé. Ça fait plaisir aussi. Et alors ça fait d'autant plus plaisir que, alors je crois que c'est Square Enix, ils ont fait un truc vraiment génial, c'est qu'ils ont fait une bande-annonce pour présenter les comédiens de doublage. Oh. Ah, et on a chouette. tous nos persos avec notre nom, et puis vraiment le bandeau avec le nom, une scène d'au moins 10 secondes à chaque fois. Et je trouve ça génial en fait. Nous les fans, ils nous demandent beaucoup de la VF pour les jeux Dragon Ball. Et en fait, pour l'instant, c'est impossible, quoi. Le problème, c'est qu'ils ont fait un accord qui dit que si on fait une version française, il faut faire une version dans italienne, toutes espagnole, dans l'Europe, les langues européennes. Ouais, Moi, j'ai essayé de voir ça avec Bandai plusieurs fois et pour l'instant, on n'y est jamais arrivé. Alors, faut pas désespérer. Il y a pas longtemps, il y a Naruto qui a été fait. Oui, tout à fait. Là, ça a été fait, par exemple. Et puis, une licence, par exemple, qui n'a jamais eu de doublage depuis qu'elle existait, qui n'en a que depuis 3-4 ans, les Zelda. Tu vois, les Zelda sont fait doubler, où j'ai la chance de pouvoir faire un justement... personnage. Ouais, bah ouais. De ma vie. J'accepte que la pierre occulte me revienne. Et ben voilà, prenez-nous pour faire les jeux vidéo. On est là, on est prêts. Vous avez vu les statuettes qui sont sur la table? Ouais, elles sont trop belles. Eh ben, c'est vos personnages. Et en fait, ces petites statuettes nous ont été offertes par Frédéric Ribeiro de la boutique All Geeks à République. Vous retrouverez leurs coordonnées dans la description. Les 3 singes de la sagesse, ça vous rappelle quelque chose? Dans ce jeu, le joueur qui ne parle pas pioche une carte modèle et doit indiquer à celui qui n'entend pas la structure à reproduire. Celui-ci doit à son tour indiquer à celui qui ne voit pas comment reproduire la structure. On y va! Je risque pas d'aller bien loin. Empare-toi d'une croix. Et tu vas la poser donc debout, mais en biais. Une structure en W. W, ça. Ouais, Ah, W. structure en W. Donc ta croix. Ma croix. Je pense qu'il faut que tu la Voilà. que tu l'imbriques dessus. Non, alors si elle est comme ça, Ouais. je vais faire ça. Non. Attends. En dessous. Faut que tu la mettes en dessous de la croix. Ok. Excuse-moi. W, ouais.
Ah, ok. Faut que... non, en fait, pose ta croix voilà, en biais, comme ça. Il faut que le W vienne toucher la croix par en dessous. C'est la gauche de la croix. J'ai mal compris. Toi, d'un triangle... Ah, non, je repars avec. Voilà, ça, ce que tu as dans... Non. Voilà, le petit angle. Voilà, et très bien, le petit angle. Et il va... Alors, il va aller... au-dessus de la croix. Faut le tourner dans l'autre sens. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est ce que me dit la muette. C'est ce que me dit la muette. Saisis-toi d'un T. Donne-moi un T. Oui, dans ta main droite. Donne-moi un V. Ouais. Je suis en train de tout péter. Ok. Alors, pose-le sur la gauche, il est au-dessus du W. W, très bien. Ouais. Donc, le W était là, du coup. Comme ça. Non, de l'autre côté. Ça. Ouais. Non. Non. Encore comme un cran ça. au-dessus. Attends. Ah, peut-être. Non, pas comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Attends, c'est moi qui merde. Muette. Dis donc. Ça suffit, hein. Donc, tourne-le. Tu le fais pivoter vers ta droite. Non. L'autre droite, voilà, très bien. Et tu le rentres comme ça. Et là, Brigitte est contente. C'est bon? Oh, trop de lumière. Oh la vache. Regarde ce que t'as fait. Allez. C'est vachement dur, hein. C'est vachement dur. C'est vachement dur. Ça te va comme ça? T'es pas Oh, trop ça serré? me va très bien, je vois que dalle. Il Menteur. tient là? Ouais. Ok, c'est bien. Donc, pardon. Tu voulais quoi? Tu pourrais, Bruno, s'il te plaît, prendre un T. Un thé. Un T, ça ressemble à un T, la lettre T, tu vois? Oui, ouais. Voilà, Ouais. comme ça, par exemple. Voilà, par exemple. Et tu pourrais la retourner comme ça, ouais, ça serait vachement C'est génial. bien, hein. Et là, tu prends une petite figurine qui est en angle droit. A few minutes later. Dans l'autre sens encore, tourne encore, tourne, 3 hours later. pousse-le encore. 6.5 hours later. Pousse-le. 8 hours later. Alors là, c'est carrément génial, Bruno. Tu vas prendre un autre angle droit? Non, pas un angle droit. Ah, un Z comme Zorro. Un Z comme Zorro. Ouais, alors là, le Z. Et mets-le comme tu l'as dans la main, dessus. En dessous. À droite. À gauche. À gauche. Gauche Ah, encore. encore à gauche. Non. Remonte. Là. C'est bien, Bruno. Et là, tu es le meilleur. Oh yes. Wouhou. Elle est belle, ta structure. Je Tu me suis l'imaginais comme ça? sous-estimé. Brigitte, peux-tu prendre un thé, s'il te plaît? Un thé, j'adore. Ça, c'est bien un thé, hein, C'est non? un thé. Ouais. Tu le veux comme ça, Et tu le veux comment, monsieur le muet, Bruno Meyer? Oh, dans une position de base, hein, d'un thé. Un thé À comme l'envers, ça. quoi. À l'envers, donc. À l'envers. 3 days later. Est-ce que c'est correct, monsieur le muet? Pas du tout. 1 week later. On arrête là? C'est ça que tu veux? Elle est bien? 3,000 years later. Ouais, alors ta structure me paraît pas très stable, donc ouais, fais gaffe. Ouais. Tu Ça. inverses l'angle, fais-le tourner une fois sur ta gauche. Comme ça? Hop. C'est bien ça en fait, c'est parfait comme ça. Ça marche, ça fonctionne. Et ben voilà. Quoi? Oh, mais il est... Wow. Ah, elle était pas évidente celle-là. Alors, dans ma tête, je la voyais pas comme ça. Mais personne ne la voyait comme ça. On ne visualise absolument pas les J'ai constructions failli dire c'est ce que m'a dit mon ex, mais... qui ne correspondent à rien. Et là? Ouais, là elle tombe. C'était ça, votre jeu? Je teste la C'est physique. quel gamin? Qu'est-ce qui vous plaît dans la DA? Et qu'est-ce qui vous y a conduit? Écoute, moi, je suis arrivée pour faire du doublage dans les années 80. Et il y a des trucs qui sont arrivés qui s'appelaient des dessins animés japonais. Et nos aînés, qui étaient directeurs artistiques, voient ça arriver.
et se disent on connaît pas. Et ils sont venus me voir en me disant mais toi, c'est ta génération. Est-ce que ça te dirait de te charger de diriger? Et moi, j'arrivais, j'étais vraiment toute neuve dans le métier, tu vois. Et je dis mais je vais jamais savoir. Et il dit non, t'inquiète. On t'aidera, etc. Et c'est Edmond Bernard et Chris Maxfilm à l'époque qui m'ont fait confiance. Et je suis partie avec Théo, la batte de la victoire, Vas-y Julie, J'aime la gym. J'ai dirigé le premier Miyazaki arrivé en France. Conan, le fils du futur. Ouais. Et j'ai adoré. Et j'ai découvert le Japon, les animés. Et j'ai encore plus kiffé quand je suis allée au Japon, où j'ai compris tous les tenants, tous les aboutissants de cette culture. Moi, j'ai commencé la direction artistique peu de temps, finalement, après avoir commencé le métier en tant que comédien. C'est marrant, hein, pareil. C'est peut-être un peu un point commun. Et c'est mon passé qui m'a rattrapé, en fait. C'est-à-dire, j'avais arrêté d'être traducteur, c'est pas ça que je voulais faire, j'ai fait du théâtre. Et ils me voient en me disant, écoute, tu parles japonais, ça nous intéresserait quand même que tu diriges parce que tu comprends. Ben oui, bien sûr. Et moi, j'ai trouvé ça un peu effrayant, abyssal, mais j'ai eu la chance de commencer avec des gens qui m'ont aidé. C'est-à-dire qu'on m'a pas lancé dans le grand bain tout de suite. On m'a dit, t'inquiète pas, on va faire ce qu'on appelle tes plans de travail. C'est-à-dire, on va convoquer les gens. Toi, tu regardes le truc, tu te concentres sur les personnages, sur ce qui se dit, sur les le personnages texte, et tout ça. Tout ça, parce que je suis arrivé dans un contexte, il y avait le DVD, donc il fallait du contenu, il fallait de la version originale, il fallait de la version française. Mon plus gros combat en commençant le dessin animé japonais, c'était qu'en fait, je faisais pratiquement le travail des auteurs. Et donc, j'ai essayé de conjuguer vraiment ma connaissance du japonais et le côté artistique pour essayer de proposer quelque chose. C'est à cette occasion-là que je t'ai rencontré. J'avais ça dans un coin de ma tête et quand on m'a laissé un petit peu aux commandes à faire ça, je me suis dit je vais faire ce qu'ils ont fait sur Dragon Ball, je vais faire ce qu'ils ont fait sur toutes les séries que j'admirais. Et là, on me dit mais ça va être ta patte jusqu'à ce que arrive quand même enfin en 2015 les plateformes qui ont quand même un peu réhabilité aussi l'animé, il faut dire ce qui est. Soit par leur propre production, mais soit en demandant des castings comme on en demandait sur les dessins animés qui en général étaient jusqu'à présent destinés au câble ou destinés à des sorties DVD. Vous êtes venus tous les deux sur mon plateau de Free Ren. Free Ren, j'ai pas changé une virgule de ce qui a été écrit sur la rythmo. J'ai eu une auteure magnifique. Elle connaît la culture japonaise. Du coup, quand tu parles, c'est un vrai langage, quoi. Les personnages sont particuliers, tu vois, avec cette espèce d'elfe un peu autiste. Lui, je l'ai mis sur un magnifique rôle où il est un curé qui croit au paradis et qui flûte bien, mais qui est toujours ivre-mort, qui adore boire un bon coup et faire la fête. Et puis toi aussi, t'as un superbe personnage. Il est très très cool. Il est pas là longtemps, mais il est très chouette à faire. Ouais. Je me souviens de ce personnage improbable, Stark, qui va le voir au bord du lac. Ah oui. Mais je n'ai plus rien à t'apprendre. Allez, va, suis ton chemin. Et que l'autre il fait, mais je sais pas qui c'est ce vieux. Il vient me voir tous les matins. Apparemment, il s'est échappé de l'EHPAD d'à côté, tu vois. Enfin. L'heure est venue. Mon enseignement touche à sa fin. Bonne continuation. Mon enseignement touche à sa fin. Bonne continuation. Mais vous me dites ça tous les jours, monsieur. Pour les gens qui connaissent pas Free Ren, franchement, faut aller voir cet animé. Il faut lire le manga. Le manga est magnifique, mais l'animé est génial et tellement bien doublé par mes camarades. Alors, c'est toujours bigger than life, c'est-à-dire que quand on joue en doublage et surtout en dessin animé, on essaie toujours de donner un petit peu plus que le naturel vraiment plat de la vie. Ça marcherait pas. Mais au Japon, c'est un cran carrément au-dessus. Ça, c'est issu du kabuki. Exactement, mais très loin. Ça veut pas dire qu'il faut aller forcément un cran en dessous, mais ça dépend des personnages. Si vous avez un fou furieux, il faut le remplir, ce fou furieux. En fait, on doit toujours remplir l'image, mais de quelle manière on la remplit? C'est vrai que nous, on a toujours tendance à privilégier le naturel et le rationnel. Quand le doublage au Japon, c'est plus, on met de la distance par rapport à la vie. Et c'est marrant parce que
Petite anecdote, quand je commençais à apprendre le japonais, moi je n'avais pas de professeur, j'avais des animés. Quand j'ai rencontré des Japonais pour la première fois, ils se sont moqués de moi. Ils m'ont dit « Ah, tu parles comme dans un dessin animé !» Mais personne ne parle comme ça dans la rue. Et c'est vrai que après j'ai rencontré des Japonais, j'ai travaillé avec des Japonais, j'ai été plusieurs fois au Japon. Il n'y a rien qui ressemble au ton du dessin animé. Et quelque chose qui est drôle en japonais doit être drôle en français. C'est pour ça qu'on parle d'adaptation. On doit être aussi pertinent d'un côté que de l'autre. J'avais une question qui fâche les garçons. L'IA, ça vous fait peur? C'est quelque chose qui vous interpelle, qui vous fait peur, Bien sûr. Comment vous réagissez par rapport à ça? J'en ai parlé encore il n'y a pas longtemps. Ce qui est étonnant, c'est que d'un côté, ça me fait peur, et de l'autre côté, ça reste encore assez abstrait. On l'a fantasmé, entre guillemets, et en fait, on se rend compte que semaine après semaine, on a des preuves que ça avance encore plus, jusqu'à, par exemple, hier, découvrir l'épisode 1 de la saison 2 de My Little Pony, Mon Petit Poney, qui a été fait en IA et non pas avec les comédiens. Et là, c'est grave. Eh bien, venez les poneys, allons sauver les arcs-en-ciel. Je suis une princesse pas comme les autres, toujours à la recherche du pourquoi. Comme un marque de beauté prend vie, je transperce le ciel avec le courage en moi. Ça se passe pas en France, ok, ça se passe en Belgique, mais c'est là, c'est à nos portes. Voilà, toute une saison doublée avec l'IA, avec une perte d'intention, une perte de jeu, de synchronisme aussi au hasard, au passage. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est ça que le public veut? Est-ce que le public veut que les petites mains de l'artistique soient forcément remplacées? Ce qui me rassure dans un sens, mais bon, est-ce qu'ils sont majoritaires? Je ne sais pas. Ce qui me rassure dans un sens, c'est de toujours voir les fans qui viennent aussi nous voir et nous dire qu'ils apprécient notre travail, et nous de leur répondre: si vous appréciez notre travail, allez voir cette pétition en ligne, partagez la vidéo qu'on a faite. On est vraiment les premiers à y passer, mais à terme, vous vous rendez pas compte du nombre de gens qui sont remplaçables avec l'IA. Et la qualité, enfin on peut en parler, mais la qualité, si on enlève l'IA, la qualité scénaristique, la qualité de jeu, la qualité partout, elle diminue, la qualité en musique. Je pense que les gens vont pas se choquer plus que ça si le jeu en pâtit en fait. Mais là, il s'agit d'un véritable enjeu de société, et c'est pour ça qu'on est dans ce combat, et c'est pour ça que je pense qu'il est important qu'on le gagne, parce que nous on va céder, mais plein d'autres vont céder. Du coup, les mecs, qu'est-ce qu'il faut faire? Surtout, signez la pétition. Vous verrez, elle est partout sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à y aller et partagez-la en masse. Hashtag touche pas à ma VF. Maintenant, je vous propose mon interview fléchette. Le but? Chaque joueur a 3 fléchettes et doit atteindre 321 points tout en répondant à mes questions. Tadam! Là, on va parler maintenant du public, donc c'est pour ça que je vous ai donné des fléchettes, parce qu'il y a des gens à qui on a envie de parler, et d'autres, regardez, à qui on a envie de... Oh, la vache! Voilà. Putain, tu referas jamais mieux, Brigitte. Filmé, j'espère. Bah, tiens, au fait, vous vous souvenez comment on s'est rencontrés, Bruno? On s'est rencontrés sur un plateau, et je sais plus lequel. Quelqu'un qui nous avait fait travailler ensemble. Mais je me souviens que toi, tu m'as fait venir. Ouais, je t'ai fait venir sur Fairy Tail. Tu as fait un petit personnage qui s'appelle Roméo. Roméo, ouais. Et Coco. par la suite, tu en avais fait... Ouais, c'est ça. Et Coco, c'était une folle qui courait dans tous les sens. Nous, on s'est rencontrés en convention la première fois. Alors moi, je crois que la première fois que je t'ai vu, ouais, c'est en convention. Je crois aussi. Hein. T'étais avec Reg, ouais. Et on s'est retrouvés tous les 3. Mais les gens, ils vous demandent de quoi, et ils viennent vous voir pourquoi exactement. Qu'est-ce qu'ils vous racontent en fait? Souvent, ils me demandent de faire à manger. Ah non, en vrai. Non, bah, enfin, c'est pour nos personnages les plus iconiques, on va dire. Et c'est lesquels pour les gens? Moi, ça va être Eren. Bah, en fait, ça va être Eren et Izuku Midoriya, les 2 premiers. Mais après, j'en ai d'autres. J'ai Meruem de Hunter x Hunter. C'est Karma dans Assassination Classroom aussi qui revient souvent. Oh! T'es pas mal là. Oh, tu te calmes, hein. Et vas-y. Ouais, là, non, mais c'est pour. Je veux pas vous foutre la honte tout de suite en fait. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Moi, qui en général, c'est pour Whis, pour Dragon Ball. Ah, très bien.
pour Levi, pour Shoto, pour Michelangelo aussi, ils viennent. Ils nous demandent souvent de faire des petites voix en fait de nos personnages avec des répliques cultes. Eh ben, justement, c'est que les quoi ta répliques- réplique culte? Eh ben, alors moi sur Levi j'en ai retenu. Tu parles beaucoup pour ne rien dire, gros porc. Pour Eren, c'est vraiment la plus basique, c'est je vaincrai tous les titans les uns après les autres jusqu'au dernier, avec un peu de, tu vois. Et Izuku Midoriya, ça dépend, mais c'est des trucs du genre. Ça va les micros? J'ai tout cassé. J'avais prévenu. Hein. Les Tortues Ninja, on demande souvent celui de Michelangelo. Et celui-là, c'est Bouillakasha dans la face. Ça a marché, hein. Et le deuxième, attends, je vais la tirer d'abord, je vais le faire après, parce qu'en fait, sinon, ça va tout faire dévier. Wow. Ça devient intéressant. Toi, quand t'es méchant, comme ça, quand tu fais ton personnage, tu t'arrives mieux au milieu. Ouais. Peut-être on va essayer avec le troisième. Non, c'est le son, ça fait dévier en fait. Ça, tu vois, ça fait dévier. Moi, je vais essayer un Kamehameha comme ça. Vas-y. J'ai jamais fait un Kamehameha fléchette. Sur 3 fléchettes. Avec 3 fléchettes. Regarde, derrière on te fait un Genki Dama. Vas-y. Ouais. Voilà. Alors attention les gars. Kamehameha. T'as planté les 3. J'ai planté les 3. Tu vois, parfois on te demande des persos qui ont des phrases. Ouais. Soit des phrases qu'on marquées, soit des phrases qui se répètent. Le problème, c'est quand on te demande des persos qui n'ont pas de phrases. Et vous, quand vous avez... Je vais essayer quand même d'aller dans le mille. Ah, mais j'y arrive presque. Non. Quand vous allez en convention, en fait, au début, quand vous avez commencé de faire du doublage et tout ça, il n'y avait pas encore les conventions, si? Vous en avez fait tout de suite? Moi, avec l'attaque des Titans, j'en ai fait, j'ai commencé à être invité, donc je pense que... C'était tout de Il y a suite. 10 ans, donc peut-être il y a... Ouais, je crois pas en avoir fait avant l'attaque des Titans. Parce L'attaque que- des Titans, ça a 11 ans. Ouais. C'est de pire en pire. Voilà, Oh. c'est bien ça. Donc du coup... Là, je crois que c'est toi qui es le plus près. T'as vu, c'est bien aligné vers le son. Ouais. Oui, tu nous as fait une constellation. Voilà. Allez-y, allez-y. Vous êtes trop fort. Bon, c'est très calculé. Je vise assez. Je rigole pas. C'est très calculé. Ah ouais, Ça aussi. Non, c'est non, mais c'est une calculé. stratégie. Ça, c'est une Bruno, ça. Il faut faire un 321. Oui, c'est vrai. C'est une stratégie. C'est vrai. Je ralentis un peu le rythme. C'est évident. Pour pouvoir tomber pile. Wow. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, là, c'est... Vas-y, à toi, Donc la fais voir. stratégie, c'est une dedans, pas très bien, une en dehors et une au-dessus. Moque-toi. Donc je vais essayer de faire ça. Tu verras. Et en convention, vous aimez bien quoi quand vous y allez? C'est quoi qui vous plaît? Bah, déjà, c'est rencontrer le public. Ouais. Ah ouais, rencontrer le public, ça c'est... Ben parce qu'on n'a pas de retour, on fait un métier entre guillemets de l'ombre. On sait pas si ce qu'on fait plaît forcément. Et c'est Merci. quand ils viennent nous voir, c'est un petit peu la récompense. Et moi, je les remercierai jamais assez des compliments. On n'est jamais placé des compliments si on n'a fait pas ce métier. On est bien d'accord. Moi j'ai un rapport assez particulier aux compliments, donc ça me gêne plus qu'autre chose. Mais je crois que ça m'est arrivé une ou deux fois d'avoir vraiment quelqu'un qui était touchant, parce qu'en fait t'as des gens aussi qui viennent te voir et c'est pas simplement qu'ils ont aimé... Super. C'est pas simplement qu'ils ont aimé ton travail ou le produit dans lequel t'étais pour ce que c'était. C'est aussi parce qu'ils ont pu traverser une période difficile ou... Ouais, tu les as accompagnés. Tu vois, sans le vouloir finalement, qu'ils peuvent avoir des problèmes dans leur vie et en fait ça les a aidés parce qu'à ce moment-là, c'était tel anime qui regardait et en fait avec le rôle que tu as fait, et ça leur a fait tellement du bien qu'au final ça leur a permis de se sortir de certaines situations et c'est touchant. Comment tu peux te dire que tu peux procurer ce genre de service alors que tout ce que tu fais c'est un doublage et juste dans le but que les gens puissent avoir un produit dans leur langue. Bah, sur le métal. Oui, j'ai bien fait les miennes. Bah oui, elles sont moins bien les tiennes, je trouve. Bah oui.
Et toi, Bruno, t'as eu des témoignages des fois de gens qui t'ont un peu frappé, un peu touché, un peu particulier C'est simplement le fait qu'on me dise ça allait pas vraiment. J'ai passé une sale journée, puis je vous ai entendu dans un animé. Je vous ai reconnu. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Et ce que vous avez dit, ce que votre personnage a dit, m'a réconforté, m'a donné la force de continuer. C'est un heureux hasard. Nous, on y est pour rien, on interprète des personnages. C'est ça qui est étrange, en fait. Ça fait autant plaisir que ça fout un peu les, comment dire, pas les chocottes, mais ça prend un peu au trip. Mais non, je vais essayer de les tiennes pour voir. Il y a un petit garçon autiste qui est autiste et qui est non-verbal. Et il a entendu mes petits canulars avec Ninou. Et en fait, il les a regardés avec son papa et il s'est mis à parler. C'est ouf ça. C'est complètement dingue, non? C'est bouleversant, non? Il y a une autre fille qui est yougoslave, que je vois souvent, d'origine. Hein, et quand il y a eu la guerre en Yougoslavie, en fait, elle est venue avec ses parents en France se réfugier. Et en fait, elle parlait pas un mot de français. Et en fait, elle a compris dans la cour d'école qu'il y avait un truc dont tout le monde parlait dans sa classe et dans sa cour. C'était un truc qui s'appelait Dragon Ball. Elle a acheté une cassette et en fait, elle s'est mise à parler. Elle s'est mise à parler comme Son Goku, mais en fait, elle avait que le vocabulaire de Dragon Ball. Elle a appris ses premiers mots en français. C'est Dragon Ball, c'est quand même génial, non? On peut vous annoncer qu'il y a déjà un gagnant et c'est Bastien avec ses 50 Go High. Ah ouais. C'est moi qui ai fait ça. Merci de m'avoir donné vous avez été la réplique fléchette. Vous avez été des adversaires formidables, vraiment. Moi, j'ai essayé de pas trop... Partez pas trop loin, tous les deux, quand même. Je voulais vous dire merci pour cette vidéo. Je pense que on va merci s'arrêter à toi. après ce jeu magnifique. On a passé un moment marrant. On a parlé de notre métier. Et merci d'être venu. Et merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Ah oui, et merci, et surtout partagez-la, cliquez, mettez un like, pouce en l'air, on s'abonne, on met la cloche. Abonnez-vous à la chaîne de Brigitte Lecordier. Et la cloche. Avec la cloche. Vous avez aimé ce format? Alors n'hésitez pas à dire dans les commentaires quel personnage vous souhaiteriez que je rencontre. Parce qu'avec un peu de chance, vous le trouverez dans une nouvelle vidéo. À bientôt!